à ton enfance à Limoilou, quels sont les souvenirs qui te viennent en premier? Hmm. Euh, j'ai le, j'ai le souvenir des ruelles, notamment. C'est un quartier qui fonctionne beaucoup autour des ruelles. Les gens sont l'été sont dans les ruelles. C'est toujours les raccourcis qu'on prend. L'hiver, on joue dans les bancs de neige, dans les ruelles. Et mes amis très proches habitaient, c'est des voisins de ruelles en fait. Je pense à Sassin de Limoilou Stars, je pense à Manu Pigeon. Je dirais que mon enfance à Limoilou, c'est vraiment une enfance de ruelle. Et quand est-ce que tu as pris conscience de ton identité ou du regard des autres? Hmm. Ça s'est fait petit à petit. Je dirais au début, c'était peut-être des épisodes. Et le plus loin que je peux me souvenir de prendre conscience de cette altérité-là, c'est à la garderie. Et donc, j'avais peut-être 3-4 ans et ça faisait pas longtemps que le film Star Wars était sorti. Mhm. Et comme tous les jeunes, on jouait à Star Wars. Et le blond de notre groupe d'amis jouait Luke Skywalker. Le brun jouait Han Solo. Et moi, je devais toujours jouer Darth Vader parce que j'étais noir. Et donc, je dirais que c'est quelque chose qui, à l'époque, me dérangeait parce que tout le monde voulait jouer Luke Skywalker parce que c'était le héros c'était le héros du film. Et donc, le fait d'avoir à jouer le méchant parce que j'étais noir me déplaisait. Et c'est le plus loin que je puisse me souvenir d'avoir conscience de cette altérité liée à la dimension raciale. Et maintenant, pourquoi le hip-hop? Il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur, je dirais peut-être plus en surface, où c'était une culture qui était nouvelle pour nous. C'est-à-dire que ma génération, quand on avait 11-12 ans, on a été exposé à la culture hip-hop et c'était un phénomène qui était nouveau. Et donc, il y avait tout cet aspect de nouveauté qui venait nous chercher. Mais il y a aussi une dimension plus profonde où inconsciemment, je pense bien inconsciemment, je réalisais que c'était la première fois que je me voyais dans un médium artistique. C'est-à-dire qu'étant né ici et ayant grandi ici, j'ai jamais vu ma réalité d'Afro-Québécois, de jeune métis, de fils d'immigrants. C'est la première fois que je voyais pas cette réalité-là dans nos émissions, dans nos séries, dans la télé. Mais dans le hip-hop, tout d'un coup, c'est comme si je m'y retrouvais. C'est comme si je voyais des jeunes noirs en milieu urbain qui étaient cool, articulés, qui étaient créatifs. Et donc, en y réfléchissant, je pense que c'est ce qui a amené beaucoup de gens comme moi vers le hip-hop dans les années 90. En même temps, c'est devenu un moyen de s'exprimer. C'est devenu un moyen c'est devenu un exutoire aussi pour passer une colère, une agressivité aussi, une certaine agressivité, mais aussi d'articuler une créativité. C'est-à-dire le fait de créer, le fait de s'exprimer de manière artistique. Et le hip-hop dans les années 90 avait une dimension qui était très collective aussi. C'est-à-dire qu'on rappait pas tout seul dans notre coin. On écrivait dans notre coin, mais après ça, on se rassemblait ensemble, on faisait des improvisations, on partageait nos textes, on était plusieurs des gens de partout dans la ville de Québec. C'est une toute petite communauté hip-hop, mais on avait des points centraux où on se rejoignait, on rappait ensemble dans le quartier. Donc le rap a joué un rôle de liant pour nous, d'un point de vue communautaire, et a permis aussi d'affirmer nos identités, d'affirmer cette altérité-là dont je parlais un peu plus tôt.
Mais quand vous vous regroupiez, est-ce que c'était uniquement des personnes noires ou est-ce qu'il y avait il y avait un mélange? Ah, c'est un grand mélange. C'est-à-dire noir, arabe, blanc, latino, asiatique, tout ce qu'on pouvait trouver issu de l'immigration. En fait, non, même pas juste issu de l'immigration, tout ce qu'on pouvait trouver point à Québec d'un point de vue démographique se retrouvait représenté dans notre micro-communauté hip-hop à l'époque. Et pourquoi cette transition, je ne sais pas si je peux appeler ça une transition ou un ajout vers l'histoire? Euh, je sais pas si c'est tant une transition que c'est quelque chose qui s'est fait en simultané. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressé par l'histoire depuis tout jeune et depuis l'adolescence intéressé par l'histoire noire, sans savoir qu'il y avait une histoire afro-québécoise et afro-canadienne, mais j'étais intéressé par l'histoire principalement noire américaine, l'histoire africaine aussi, et donc en parallèle du rap, pour moi, il était important d'étudier. Et c'était important pour mes parents aussi beaucoup. Et donc, j'ai décidé d'étudier en histoire à l'université parce que c'était ma matière forte, tout simplement. Et donc, je jonglais entre le rap et l'histoire, le rap et les études. Et après avoir gradué, j'ai travaillé sur un lieu historique. Je continuais à lire l'histoire parce que ça m'intéressait, jusqu'à tomber un peu par hasard sur cette histoire afro-québécoise dont on m'avait soufflé mot dans mes cours universitaires du Québec à propos du Québec et du Canada. Et donc, j'ai commencé, en fait, je trouvais ça particulier d'être tant intéressé par l'histoire noire américaine, sans connaître mon histoire afro-locale, sans même connaître ma propre histoire. Et donc, c'est comme ça que j'ai plongé dans l'histoire afro-québécoise. Mais accumuler les informations c'était pas suffisant pour moi. Je devais le partager aussi parce que c'était quelque chose qui n'était pas vu, qui n'était pas connu. Et donc, et c'est là que vraiment le croisement se fait parce que mon seul moyen de communication que je possédais quand j'ai décidé de partager cette histoire-là, c'était le rap. Et donc, je me suis mis à rapper à propos de cette histoire-là avec la chanson Québec historique. Et donc, à partir de ce moment-là, le rap et l'histoire n'ont jamais été très loin et les deux se sont croisés, décroisés. Il y a des moments où je faisais plus de rap que d'histoire, d'autres moments que je faisais plus d'histoire que de rap, mais les deux sont ancrés en moi. C'est deux chapeaux vissés sur ma tête, là, l'un sur l'autre. Ils sont fusionnés, en fait, là. Et quelle transformation est-ce que le fait d'aller apprendre quelque chose sur les personnes noires qui nous ont précédés et de transmettre ce que tu as appris à d'autres, quelle transformation est-ce que ça a eu en toi? Bah, pour moi, d'apprendre cette histoire-là m'a permis de mieux accepter et de mieux, je dirais, clamer ma québécité. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis senti en parallèle du Québec, de l'histoire québécoise, de la culture québécoise, et de savoir qu'il y a cette présence noire depuis bientôt 400 ans au Québec m'a permis de mieux réclamer ma part du Québec, de dire, tu sais quoi, je suis québécois aussi, et étant métissé, eh bien, je le suis génétiquement ou culturellement, mais c'est pas une partie qui, à l'adolescence, je me réclamais pas haut et fort, je réclamais pas haut et fort ma québécité à l'adolescence, parce que, étant socialisé en tant que noir, je me voyais comme noir d'abord. Et pour moi, c'était une chose qui, en société, on a tellement vu de manière dichotomique
Donc, noir ou blanc, quand en fait tu peux être noir et blanc. Et donc, à travers cette socialisation-là, à l'adolescence, j'ai un peu repoussé finalement cette partie de mon identité. Et dans la vingtaine, en raison de mon intérêt pour l'histoire, de l'histoire noire ici, m'a permis de mieux assumer ma québécité, ma part blanche finalement, et de me faire sentir plus complet finalement. Même si je me considère comme un homme noir, même si je me vois comme tel, eh bien, je suis conscient de mon métissage, j'assume mon métissage et je suis fier de ce métissage-là parce que finalement, je suis le produit de l'amour de mes parents. Et donc, pour moi, ça serait ingrat de renier une partie de ce que je suis quand mes parents, eux, ont décidé de s'accepter dans leur totalité. Et donc, pour moi, afin de respecter mes parents et me respecter moi-même, je dois embrasser cette totalité-là. Et donc, comme on dit souvent, on n'est pas 50% de l'un et 50% de l'autre, on est 100% de l'un et 100% de l'autre. Et donc, c'est vraiment de réclamer tout ça, finalement, et de pas laisser personne déterminer qui je dois être. Tu sais, je suis noir, je suis blanc aussi à quelque part. Je trouve ça bizarre à dire. En le disant moi-même, je trouve bizarre, mais ça fait partie de mon identité. Je suis québécois, canadien, américain, nord-américain, mais je suis aussi africain et je suis sénégalais. C'est-à-dire que je réclame cette sénégalité-là. Je suis citoyen sénégalais, j'ai mon passeport. J'ai une grande fierté. Quand je vais au Sénégal, je rentre avec mon passeport sénégalais. Je vote aux élections. Et pour moi, même si mon Wolof est pas très bon, même j'essaie d'apprendre, j'y travaille, même si j'ai jamais vécu au Sénégal, je me réclame du Sénégal, même si certaines personnes au Sénégal pourraient dire que je suis pas un vrai Sénégalais, mais pour moi, je prends cette sénégalité-là. Et c'est ma version du Sénégal, comme que certaines personnes ici me diront pas vrai Québécois. Mais je prends cette version du Québec et finalement je façonne ce que je suis, je façonne cette identité-là, même si les gens sont prêts à repousser cette identité-là, j'ai pas besoin de cette validation-là. Je suis tout ça, je suis sénégalais, je suis africain, je suis québécois, canadien et nord-américain. Tout ça à la fois, quoi qu'en disent les gens des deux côtés. Et qu'est-ce que ça t'apporte en tant que personne de faire partie, comme si tu faisais partie de plusieurs groupes en même temps? Tu es noir, tu es blanc, tu es sénégalais, tu es québécois. Est-ce que pour une personne, par rapport à une personne comme moi, par exemple, qui suis du Sénégal, qui va se dire, OK, je suis noire, je suis pas blanche, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus d'être tout ça à la fois? C'est assez particulier. Qu'est-ce que ça m'apporte de plus? On pourrait même dire qu'est-ce que ça m'apporte de moins aussi. Parce que c'est ça le métissage, c'est-à-dire que tu sais, comme on dit toujours, ici on nous dit retourne dans ton pays. Et quand tu arrives là-bas, on me dit tu viens d'où? Et si je suis un nègre, là-bas je suis un toubab. Et donc, il y a un élément lié à l'appartenance qui est difficile à porter parfois. Et le métissage doit nous amener à intellectualiser ce que nous sommes. On peut pas juste être. En tout cas, dans mon cas, il y a des gens qui peuvent certainement. Je pense qu'il y a différentes manières de vivre son métissage, mais pour moi, dans la vingtaine, j'ai dû intellectualiser ce que j'étais afin d'être en paix avec tout ça. Et donc, je pense que ça m'apporte de plus, c'est que ça me permet de naviguer ces deux sociétés et d'avoir à la fois une vision interne et externe de chacune des sociétés. Et ça me
ramène un peu à la notion de double conscience de W.E.B. Du Bois, qui lui l'exprime de manière plutôt négative, mais moi je le prendrais plutôt d'un point de vue positif, c'est-à-dire que ce métissage-là me permet d'analyser mes sociétés de l'intérieur et de l'extérieur, quelque chose qui est peut-être plus facile à faire au Québec, au Canada, parce que bon, je suis né ici, j'ai grandi ici, et je connais mieux la société ici que la société au Sénégal, même si je connais bien le Sénégal, j'ai pas habité là-bas. Et donc, cet exercice d'analyse interne et externe, bien sûr, s'articule plus facilement ici parce que je possède davantage les codes d'analyse. Mais quand même, au Sénégal, quand j'arrive au Sénégal, je me sens chez moi. Quand je vais au Sénégal, je me sens chez moi et le Sénégal me manque quand j'y vais pas. J'adore être au Sénégal et ce qui me dérange quand je suis là-bas, ce qui me peine, c'est quand on me dit Toubab ou vous les Toubab, puis je suis comme bro, je peux pas avoir vécu tout ça là-bas avec le racisme, tout ça, cette socialisation en tant que noir, je peux pas avoir vécu tout ça là-bas pour arriver au Sénégal et qu'on me dise ça. Tu vois? C'est blessant quelque part parce que les gens sont pas conscients de ce qu'on peut porter en Occident, de cette africanité qui est finalement on nous renvoie toujours à cette africanité-là, une africanité qu'on embrasse, que j'embrasse vivement. Et quand j'arrive en Afrique, on me dépossède de mon africanité en raison de la clarté de ma peau ou d'où j'habite. Parfois, c'est blessant. Mais mais je suis conscient que ce sont des réalités différentes aussi, bien sûr, j'en suis conscient. Pourquoi est-ce que tu as voulu aller transmettre ce que tu as appris dans les établissements? Pourquoi cet attrait-là vers la transmission? Déjà, je viens d'une famille d'enseignants et d'enseignantes. Autant du côté de mon père au Sénégal que de ma mère au Québec. Il y a beaucoup d'enseignants, d'enseignantes sur 2 générations. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est en moi. Le rap est un outil, mais est aussi une culture de transmission. La transmission fait partie de la culture hip-hop, une culture qui m'habite depuis de nombreuses années. Et aussi, je voulais un peu aider les jeunes et les moins jeunes aussi à comprendre cette présence-là. C'est-à-dire que ce sont des informations que j'aurais aimé savoir dans ma jeunesse. Et j'ai l'impression que ça m'aurait aidé à plus rapidement à théoriser justement ce que j'étais, cette identité hybride-là, cette identité métissée-là. Avoir eu ces informations plus tôt m'aurait aidé dans mon parcours. Et donc, de le transmettre, je veux en fait donner les outils aux gens, aux personnes noires qui sont nées ici ou qui grandissent ici, métissées ou pas. Ça leur permet, j'ai l'impression, de mieux comprendre leur ancrage dans le territoire ici. Mais pour les personnes blanches aussi, de comprendre que la présence noire ici n'est pas étrangère à l'histoire du Québec et du Canada. C'est pas un phénomène récent, c'est pas un phénomène nouveau, et je dirais c'est peut-être la 3e plus vieille présence au Canada après les Autochtones, les Français et les Anglais. Cette présence africaine et afrodescendante. Et donc, pour moi, ce que j'essaie de faire en fait, c'est en montrant que notre passé est pluriel, ça nous permet d'avoir une perspective différente sur notre présent et, espérons-le, notre futur puisse avoir un impact positif sur notre futur. J'aborde l'histoire comme on a abordé le rap quand on était jeune. C'est-à-dire que puisqu'on n'avait pas accès au courant dominant, au mainstream,
puisqu'on n'avait pas accès aux grandes émissions de radio où on n'avait pas de moyens. Donc, c'était beaucoup du main à main, personne par personne. C'est-à-dire que pour faire la promotion d'un concert ou d'un album, on distribuait des flyers, on distribuait des tracts aux gens. Donc, c'était du main à main. Et donc, on a bâti tout un réseau personne par personne. Et donc, pour moi, je le vois un peu comme ça en histoire, c'est-à-dire que j'attends pas que le gouvernement change le curriculum, j'attends pas que le mainstream se penche sur cette question-là, mais il commence déjà à le faire, et notamment grâce au travail qu'on a effectué de mes collègues historiens et moi dans ce milieu-là. Et donc, pour moi, j'attends après rien ni personne, et je me dis, si c'est personne par personne, ça sera personne par personne. Si c'est groupe par groupe, ce sera groupe par groupe. Et donc, j'applique cette vision hip-hop, finalement, à la transmission historique. Mm-hmm. Et quelle transformation est-ce que tu espères que ce que tu fais, quel résultat est-ce que tu espères voir avec ce que tu fais? Qu'on ait déjà une vision différente de ce que nous sommes au Québec et au Canada, qu'on soit capable de comprendre qu'il y a une présence noire ici depuis des siècles, africaine et afrodescendante, qu'on puisse mieux comprendre le rôle du Canada, du Québec, au niveau de la traite transatlantique aussi, donc de réintégrer le Québec et le Canada dans ce réseau-là. Bien sûr, c'est comme je dis toujours, de savoir qu'Olivier le Jeune est arrivé en 1629 à Québec va pas donner des sentences moins lourdes aux prévenus noirs. Va pas aider une famille à se trouver un appart ou à quelqu'un d'avoir une promotion à son emploi ou d'arrêter le profilage racial. La connaissance de ces faits historiques joue un rôle mineur dans ce que nous vivons aujourd'hui par rapport au racisme systémique. Mais je pense que ce rôle mineur-là doit être joué de toute façon. Et donc, c'est un travail qui me plaît, c'est quelque chose que j'aime faire, mais je suis pas dupe non plus par rapport à l'impact de la connaissance historique face à notre présent, aux enjeux que l'on vit au présent. Est-ce que tu continues encore à faire de la musique? Oui, toujours. J'ai un nouvel album qui va sortir là dans un mois. Mm-hmm. Toujours du rap ou bien on inclut des genres nouveaux ou on reste dans le hip-hop? Oh non, c'est le rap là, rap rec. Ça veut dire que tu penses faire du rap jusqu'à la fin de ta carrière, c'est ça? Oh oui, je pense que ma carrière va mourir avec moi là. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que je fais du rap. J'ai déjà essayé d'arrêter. Il y a une dizaine d'années, j'ai pas été capable. C'est quelque chose qui est en moi, je pense comme ça. Et même cet album qui va sortir le 15 mai prochain, je l'ai fait vraiment parce que j'aime le faire. Donc, je sors pas d'album pour un succès commercial X ou Y. J'attends strictement rien de cet album-là. J'ai écrit parce que j'aimais écrire. Je l'ai enregistré parce que j'aimais enregistrer. Et puis, une fois enregistré, j'ai appelé mon agent, j'ai dit, bro, j'ai un album, on fait quoi et comment on le sort? Je dis, ok. Et donc, c'est pas, et en fait, c'est ça la beauté de la chose, c'est que je reviens à faire du rap comme en 1995, quand j'ai commencé. C'est-à-dire le faire parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'aime explorer le travail des mots, des idées. Et c'est vraiment pour ça que je le fais. Et c'est plaisant de le faire comme ça, de rien attendre. Quand on était plus jeune, on sortait un album et on s'attendait à avoir des succès, on s'attendait à X ou Y, on était toujours déçus de toute façon. Mais là, vraiment, je suis libéré de ces attentes-là. J'ai beaucoup d'autres projets dans ma vie qui me stimulent tout autant. Je me sens plus complet parce que je fais pas que du rap, je fais pas que sortir des albums, des concerts, des choses comme ça. Donc, si j'ai des concerts, tant mieux. J'en ai pas. J'ai d'autres activités, d'autres choses qui me permettent de compléter la personne que je suis. J'ai envie de dire cette complexité-là dans le sens que je peux pas me satisfaire juste de faire des albums. J'aime faire des expositions.
des livres. J'ai commencé la traduction d'un nouveau livre. Je viens de terminer une exposition. J'en ai une autre qui roule. J'ai un autre livre qui va sortir bientôt. Je continue à faire de la recherche. Donc, je suis très stimulé par beaucoup d'autres activités, mais le rap pour moi est le point central de mon existence. Même si mon dernier album est sorti en 2019 et avant ça en 2013, je me considère d'abord comme un artiste hip-hop, d'abord comme un rappeur, avant tous les autres, parce que pour moi, le rap est la fondation de ce que je suis, du travail que je fais, même en histoire. Parce que le rap m'a donné une manière de penser, une manière d'analyser et une manière de se lancer tout simplement. Puisque on n'avait rien, puisque on n'avait pas de moyens, pas d'outils, on a tout créé par nous-mêmes. On a créé nos propres réseaux, on a créé des compagnies qui ont fonctionné ou pas, mais on a dû tout imaginer par nous-mêmes. Ce qui fait que maintenant, quand j'ai une idée en histoire ou dans n'importe quelle autre sphère de ma vie, je la mets en œuvre. Je la mets en œuvre parce que, et pour moi, je dis toujours, c'est hip-hop. Je n'étais pas un traducteur et j'ai traduit un livre en philosophie. Et pour moi, ça, c'est hip-hop. Parce que j'ai dit, tu sais quoi, je vais le faire. Je le fais. C'était difficile. C'est très difficile. Mais le hip-hop m'a donné cette manière de plonger finalement et de me dire que je suis capable de le faire parce que j'ai fait bien d'autres choses avant que j'avais jamais fait. Et donc, souvent, je rigole avec ma femme, je dis, je suis un cascadeur. Si je pense à quelque chose, je me lance. J'avais jamais fait d'exposition et là, je viens de commissarier ma 3e exposition. Et donc, je fais la cascade et ça, c'est très hip-hop. Mais est-ce que ta façon de t'exprimer dans la musique a changé depuis tes débuts à travers le temps? Oui. Ah oui, beaucoup. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais un rap qui était plus agressif, moins mature aussi. En vieillissant, j'ai pris beaucoup plus de maturité, plus d'aisance dans ce que je suis aussi. Et donc, j'ai fait un rap qui est beaucoup plus positif qu'il ne l'était quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'avais aussi comme j'ai dit un peu plus tôt, plus de colère à sortir aussi. Mais en vieillissant, la colère se transforme. Je pense que j'ai encore de la colère, mais je la transforme et je la canalise différemment. Et j'ai une meilleure capacité que j'avais. Ça fait 30 ans que je fais ça, donc c'est pas comparable à quand ça faisait 5 ans, 10 ans, 15 ans que je le faisais, ou même 20 ans. Et donc, en fait, je me sens au meilleur de ma forme. Et je rappe vraiment aujourd'hui. Un exemple que je donne souvent, c'est que j'étais dans une classe il y a quelques années et il y a un enfant qui me dit, mais monsieur, quel type de rap vous faites? Et je réponds, le type de rap que je fais, je veux que tu écoutes mon rap et que tu aies envie d'avoir des bonnes notes. C'est ça mon rap. Que tu écoutes mon rap et que tu aies envie de devenir astronaute ou que tu aies envie de guérir le cancer. C'est le type de rap que je fais. Je veux que les gens écoutent ma musique et soient et que les gens se sentent stimulés, encouragés, qui puissent continuer d'avancer sur leur sentier, dans ce qu'ils font. Et donc en fait, je me suis rendu compte que la personne qui est le plus exposée à mon rap, c'est moi-même. Et donc finalement, tout ce que vous entendez que j'écris, je me l'écris à moi-même d'abord.